Bon, bah alors rebonjour à tous du coup. Alors juste pour peut-être contextualiser un peu ma présence ici, donc moi j'ai répondu justement à la sollicitation de Philippe qui visait à intervenir sur les questions de bien-être psychologique et sur justement les effets finalement des difficultés par rapport aux services de tri et de collecte des déchets dans cette situation de changement. Alors juste pour vous dire quand même rapidement, je ne suis pas spécialiste de la psychologie environnementale, mais je suis psychologue développementaliste. C'est-à-dire que je travaille sur le développement psychologique et l'ajustement psychologique des individus du berceau jusqu'au tombeau, si je le dis simplement en fait, tout au long de la vie. Donc je suis sur des questions de bien-être et d'ajustement psychologique. Et là, je vais vous apporter quelques éléments dans lesquels je ne suis pas spécialiste en psychologie sociale, environnementale et politique. Puisqu'en fait, les thèmes sur lesquels on est en train de traiter, en fait, de se centrer, ce sont des thèmes qui sont souvent justement traités dans ces trois sous-disciplines de la psychologie, donc sociale, environnementale et politique. Alors, du coup, j'ai préparé trois questions, voilà. Premièrement, pour un peu cadrer et structurer ce discours. Alors, premièrement, pour répondre aux questions aussi de Florence et Monsieur Martin, que vous m'aviez envoyé rapidement, la première question sur laquelle moi je peux peut-être parler rapidement et donner quelques éléments, c'est par rapport à la situation, par rapport du coup à ces difficultés de tri et de déchets, c'est est-ce que la situation qui peut heurter justement des individus qui peuvent être en situation de précarité, de handicap ou dépendante, est-ce que de manière générale on peut considérer que c'est la résultante d'une difficulté à accepter le changement comme un processus de résistance, ou bien alors est-ce que c'est plutôt une réelle incompréhension, la résultante d'une incompréhension entre les décisionnaires politiques et les citoyens en fait. Donc savoir par absence de concertation comme ça. Alors de manière générale, pour introduire ces questions, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement dans les sous-disciplines dont je vous parlais, effectivement, les questions écologiques, elles sont très souvent ou toujours intimement traitées en lien avec les contextes sociaux, politiques d'une société, et notamment en France. Et donc c'est un petit peu ce que vous disiez auparavant, mais il y a des idéologies politiques qui rentrent en compte et qui, du coup, eh bien, vont conduire à répondre à des enjeux politiques et sociaux, en fait, qui vont des fois conduire à une sensation pour les citoyens d'avoir une idéologie punitive qui leur tombe dessus. Bref. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, la mise en place, de manière générale, de ces modes de vie plus responsables, puisque c'est un petit peu le but, hein, avec des comportements plus responsables sur le plan écologique, ça va impliquer des prises de décision en fait, gouvernementales fortes et un changement important des modèles économiques qui sous-tendent le fonctionnement du pays. Et c'est en fait un peu à ça qu'on sorte de manière générale déjà, c'est un changement de mode de fonctionnement et qui va demander ou conduire ou obliger les individus à une mobilisation individuelle de chaque individu pour changer ses propres habitudes. Bref. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est intéressant sur le plan psychologique, c'est que finalement, en lien avec ces changements sociétaux, ça revient un petit peu indirectement à à accepter l'idée que l'ordre actuel des choses, en fait, n'est pas fonctionnel, c'est-à-dire qu'entre guillemets, il y a des parties de notre système qui sont défaillantes. Et d'ailleurs, cette question de défaillance, c'est donc qui nous oblige à remettre en place des comportements adaptés. C'est d'ailleurs précisément cette remise en question du système qui va conduire à un sentiment de menace sur le plan psychologique des individus. C'est-à-dire que c'est la remise en question du système et les changements qu'on va devoir mener en termes de comportement et d'habitude qui vont être considérés comme menaçantes potentiellement, en fonction du degré de comportement qu'on va mettre en place. Bref, donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que donc de manière générale, si on prend ces changements écologiques, eh bien effectivement, ils peuvent conduire potentiellement à des processus de rupture, mais est-ce que ici c'est ça qui est en compte? Moi je ne pense pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que ça va un peu plus loin que juste une difficulté à faire face au changement, franchement. Donc voilà, si on parle de changement, il est vrai que par nature, le changement est souvent difficile à accepter, il n'est pas toujours bien accueilli, et notamment lorsqu'il oblige à une certaine complexité en termes de remaniement des comportements et des habitudes, et surtout en termes de mode de vie des personnes.
Bon, alors, il y a un autre aspect, j'ai pas abordé parce que j'ai pas le temps, mais il y a un autre aspect aussi en lien avec les transformations écologiques et toutes ces problématiques qui nous traversent, c'est qu'effectivement, dans notre société actuelle, il y a une grande sensibilisation au travers des médias, qui peuvent avoir à la fois un effet négatif et délétère, bon, j'y reviendrai peut-être si jamais on a des questions, mais qui jouent aussi un rôle dans toutes ces questions. Alors pourquoi je suis là en fait, c'est que ce que j'aimerais traiter avec vous, c'est ce qu'on remet en cause ici tous ensemble, c'est pas du coup ces idéologies et ces changements qui sont considérés comme favorables pour l'écologie, mais ce qui est remis en cause, ce sont les moyens d'y parvenir en fait, selon moi en tout cas, sont les moyens d'y parvenir et leurs effets concrets sur la vie quotidienne des citoyens, voilà, avec un seuil de tolérance qui bien sûr ne peut pas être dépassé. Donc, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a un point qui est quand même important, effectivement, au-delà de la question de la frustration et de la résistance à ces changements, c'est que, selon moi, il y a quand même quelque chose qui peut rendre colérique ou qui peut agacer les personnes, c'est justement la définition même et la fonction du service public qui est souvent, enfin, en tout cas, qui est régie par 3 grands principes généraux, qui sont la continuité du service public, l'adaptabilité du service public ou la souplesse de fonctionnement et l'égalité devant le service public. Ce qui est intéressant au travers de ces questions, c'est qu'on peut voir que dans ce processus de transformation écologique, il semble que les deux derniers principes d'égalité et d'adaptabilité du service public ne sont pas respectés. Donc c'est un élément qui peut peut-être rentrer en compte. Et donc c'est pour ça que moi, de mon point de vue, en somme, plutôt que de parler d'une résistance au changement, ce qui ne serait pas suffisant pour exprimer la réalité du problème, eh bien, il y a aussi une question de non-respect de ces éléments par nos politiques actuelles, en tout cas en termes de fonction du service public, qui est un élément important qui conduit à la colère et à l'incompréhension des citoyens et qui ne peut être négligé. Donc selon moi, ce n'est pas juste une question de résistance au changement. Bien évidemment, il peut y avoir une résistance, mais il y a aussi une question de fonction du service public qui sont actuellement en perdition. En tout cas, c'est le ressenti des citoyens. Bref, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler très longtemps parce que c'est très très large. En général, il y a beaucoup d'études en psychologie. Je pourrais vous donner la référence selon les travaux de Madame Labarre qui, par exemple, travaille sur ces questions-là en psychologie en France et d'ailleurs en Aquitaine. Mais il y a des travaux en psychologie qui permettent de conceptualiser les processus psychologiques liés à la résistance ou au processus de résistance des individus face au changement. Et alors pour vous donner quelques indicateurs, mais dans cette thèse par exemple, il conceptualise le processus de résistance au travers de la perception des menaces environnementales. Donc là, ça me paraît important puisqu'effectivement, si on réagit et que le gouvernement nous oblige à adopter des comportements aussi vertueux d'une certaine manière, c'est parce qu'on a quand même une perception d'une menace environnementale à long terme sur le plan écologique. Mais aussi d'autres variables comme le degré d'acceptation d'une mesure gouvernementale contraignante, ce qui est quand même aussi un aspect qui peut être pris en compte, ou encore même, alors là ça fait grincer des dents en général quand j'en parle, mais il y a d'autres études qui peuvent traiter aussi la résistance au changement en adoptant une vision qui va se centrer sur l'orientation politique des individus, en stipulant, bon, entre vous et moi rapidement, que si on est conservateur, on va être plus résistant au changement. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, beaucoup d'études qui viennent des États-Unis principalement, mais qui ont permis de mettre en évidence ces choses-là. Ici, cependant, moi, je ne me focalise pas sur ces éléments parce qu'ici, on ne parle pas d'individus qui ont des difficultés de ce point de vue-là, mais par rapport au reportage, on parle d'individus qui ont joué le jeu, en tout cas, qui ont essayé d'adopter ces comportements et des témoignages par rapport à ça, qui vont, en fait, tout simplement se heurter à la réalité de la difficulté de la mise en place de ce dispositif. Et donc, du coup, selon moi, il n'est pas question uniquement d'un processus de résistance, mais bien évidemment aussi d'un questionnement et d'une réflexion vis-à-vis du droit du service public, qui est normalement un élément fondamental du droit administratif français. Moi, ce que je voulais introduire comme seconde petite partie, c'était justement des questions pour se centrer sur le vécu psychologique des citoyens en difficulté, et surtout en l'occurrence par rapport aux individus qui peuvent être justement dans des situations de dépendance, par exemple. Donc voilà, la question grossièrement à laquelle j'aimerais répondre rapidement, c'est comment interpréter la frustration par absence de concertation ou d'écoute, en tout cas le sentiment, ou la colère que témoignent les citoyens par rapport à ces questions. Et d'autre part, pour les questions justement spécifiques qui concernent les personnes âgées, dépendantes et malades,
quelles peuvent être les conséquences concrètement en fait de ce qu'elles peuvent percevoir comme une discrimination, mais la conséquence en fait de ces difficultés à gérer ces déchets. Donc en effet, comment analyser ces formes de mal-être, ce sentiment de discrimination, de rejet, et quelles armes pour faire face finalement à cette menace, puisqu'en fait on pourrait le qualifier de menace vis-à-vis de leur qualité de vie. Eh bien, effectivement, comme je vous disais, en lien avec des recherches qui ont été faites en France sur les questions environnementales et écologiques, il y a des chercheurs qui sont donc vraiment focalisés sur la question de la perception de la menace environnementale, sauf seulement là, on n'est pas tout à fait sur cette question, et je vais vous dire pourquoi. Mais, puisque là, en fait, on n'est pas vraiment sur la question de la menace écologique directement, mais là, on est finalement sur des questions de menace par rapport à la mise en place d'un dispositif qui vise à traiter des questions écologiques, ce qui est un petit peu différent. Donc les études de ce point de vue-là ne sont pas tout à fait pertinentes, puisqu'elles parlent de la menace environnementale, mais en bref, il y a des psychologues, des chercheurs, pardon, excusez-moi, qui indiquent que les individus, de manière générale, ont un fort besoin psychologique de conserver une vision du monde stable. Et d'ailleurs, ils disent que pour définir le sentiment de menace des individus, d'ailleurs, eh bien, certains de ces chercheurs se réfèrent justement à des modifications d'estime de soi et de niveau d'anxiété. C'est-à-dire que pour appréhender la menace en psychologie en recherche, on se focalise sur potentiellement des niveaux d'anxiété et le niveau d'estime de soi pour comprendre l'effet de la menace. Il y a d'autres chercheurs, et qui sont plus en lien peut-être avec les propos ici, qui me paraissent intéressants, qui ont développé le concept... Bonjour. Qui ont développé le concept de menace en identifiant deux types de menaces qui vont qualifier donc sous deux chapeaux, les types de menaces qui vont être les menaces d'ordre physique et les menaces dites de sens. Alors pourquoi je vous parle de ces deux types de menaces? Puisqu'effectivement, à mon niveau, je pense que les effets, en tout cas, le sentiment de menace que peuvent ressentir les individus, en tout cas dans ces problématiques, eh bien, peuvent se situer à ces deux niveaux, à la fois en termes de menace physique, d'une certaine manière, et une menace dite de sens. De ce point de vue-là, en fait, la colère des citoyens, elle peut être perçue comme légitime parce que paradoxalement, comme je vous disais, ce n'est pas la situation environnementale qui menace directement les concitoyens, mais c'est plutôt les stratégies politico-économiques qui sont menées afin d'engager un fonctionnement éco-responsable qui vont menacer les individus et les conduire à des émotions, des sentiments négatifs potentiellement, et même à des comportements extrêmes. Pour illustrer ces deux types de menaces et pour après les contextualiser par rapport aux individus, par exemple, qui ont été interrogés dans l'interview ou même de manière générale, les menaces physiques, elles peuvent être conceptualisées ou faire référence plutôt à des expériences directes, traumatisantes, qui mettent en danger physiquement, mentalement un individu. Ici, si on se focalise sur ces questions-là, ici, ça serait par exemple le danger, la menace physique concrète et aussi mentale, ça serait que par exemple les individus, par exemple avec les difficultés de fonctionnement des points d'apport volontaires, eh bien ça va les conduire à une expérience quotidienne, par exemple d'insalubrité, quelquefois intense, par accumulation des déchets. Donc il y a une forme de menace déjà d'une certaine manière qui est déjà un peu physique puisqu'il y a un investissement des déchets chez les personnes. Et cette difficulté à les gérer, d'une certaine manière, ça devient presque une menace physique puisque ça investit notre espace. Donc voilà, et puis alors pour des personnes âgées en plus dépendantes et handicapées, ça va effectivement générer des degrés de stress et d'anxiété élevés dans la littérature. Ce sont ces deux aspects qui sont très renseignés. Bien évidemment, il y a des études aussi qui mettent en évidence que des situations intenses telles quelles, difficiles pour des individus qui sont déjà dans une situation difficile, précaire de dépendance, eh bien, va conduire à des conséquences négatives de manière générale en termes de santé, en fait. Donc, anxiété, stress, potentiellement dépression et encore d'autres aspects qui peuvent être très diversifiés. Donc voilà, et deuxième type de menace qui est intéressant, en tout cas dans la littérature, qui est renseigné par rapport à ces besoins d'agir par rapport à l'écologie et à l'environnement, c'est les menaces de sens. Ces menaces de sens, elles font référence, et je pense que ça parle bien par rapport aux inquiétudes des individus, elles font référence à des inquiétudes qui concernent la violation d'un sentiment d'appartenance, d'identité, d'une atteinte d'objectif, ou même un sentiment de continuité, de cohérence. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les menaces de sens, en fait, elles font référence directement
aux valeurs et croyances importantes pour l'individu, en renvoyant un sentiment d'appartenance à une communauté et à une société. Moi, la question que je pose, en fait, tout simplement, mais c'est de ce fait, est-ce que pour des individus, justement, qui peuvent avoir la sensation, mais justement, d'être rejetés, un peu oubliés et de ne pas être écoutés, à mon avis, il y a également cet aspect de menace de sens, d'une certaine manière, où ils sont, en fait, ça va venir cristalliser des inquiétudes par rapport à leur sentiment d'appartenir à cette société, d'avoir œuvré toute leur vie pour participer à cette société, que finalement, le seul résultat, la récompense qu'ils en ont, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à mon avis, il y a ces deux niveaux de menace, physique, mentale, et menace de sens qui vient toucher leur intégrité, leur sentiment d'appartenance et leur sentiment d'identité. De ce fait, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'est pas légitime pour les individus en situation de précarité, de handicap, dans un lieu même rural, ou de manière générale pour les gens qui éprouvent des difficultés malgré leur bonne volonté et leur participation éco-responsable, même économique, si j'ose dire, avec la redevance incitative, de se sentir discriminés. Alors, il y a des effets très purs, au-delà des aspects psychologiques, mais en termes d'engagement, effectivement, qui vont être reliés à ces stratégies, en tout cas politiques, mais le risque de ces stratégies politiques, en tout cas, est non seulement de décourager les individus à agir de façon plus durable, de manière plus durable, mais aussi à se désengager du problème frontalement, des problèmes écologiques et environnementaux, parce que finalement on a essayé d'y participer, on n'a pas été entendu. Ça peut aussi conduire à un désengagement à un niveau cognitif et comportemental, même conduire à des comportements quasiment contraires ou d'opposition, puisque ça ne s'est pas très bien passé. Et donc aussi indirectement, donc un désengagement à un niveau cognitif et comportemental, mais ça peut aussi conduire, comme je vous le disais, à une dégradation du bien-être des individus concernés. Bon, ce qui est important, c'est comme je vous disais, donc si le gouvernement, en plus, il est dans une logique où il va encourager, voire même obliger le citoyen à une participation active et responsable, comme je vous disais, le manque, dans le reportage, mais comme je disais, le manque de dialogue avec les élus et les décisionnaires, eh bien effectivement, il peut être perçu comme insoutenable, puisque justement, on a une injonction à correspondre à ces ces dispositifs, mais finalement, on n'est pas entendu dans nos difficultés. D'ailleurs, donc de ne pas être écouté peut être perçu comme insoutenable, et d'ailleurs, comme on peut le voir avec votre action ici, au travers du reportage également, il y a d'ailleurs en lien avec les lois et l'entrée progressive en vigueur de ce mode de fonctionnement imposé du tri des déchets, des réactions vives telles que des mouvements d'opposition ou encore des actes moins pro-environnementaux résultant d'un ras-le-bol, comme par exemple, c'est vrai que dans le reportage ils en parlent un peu, mais des dépôts sauvages ou des comportements un peu moins environnementaux parce que justement on est découragé et on peut avoir des comportements justement qui sont en opposition. Donc voilà, donc en tout cas d'une manière certaine, c'est sûr que donc sur les conséquences psychologiques, eh bien elles sont multiples. Il peut y avoir des effets délétères multiples qui sont en termes de stress, d'anxiété, de mal-être psychologique ou de sentiment de ne pas être écouté. Et également, ça fait référence aussi à des problématiques plus larges comme un sentiment, comme je disais, de ne pas être considéré comme un individu intègre en fait dans cette société. Bref, l'idée c'est qu'effectivement le fonctionnement pour que ce fonctionnement et la mise en place de ce dispositif soient accompagnés de succès, il faut que toutes ces questions soient traitées, et ça en tout cas moi je suis personnellement engagé, mais il faut que ce soit traité collectivement. Voilà. Donc effectivement, est-ce que ces transformations peuvent être réellement qualifiées de progrès ou de transition réussie dans la mesure où, eh bien, comme on peut le voir, elles portent atteinte à la qualité de vie des citoyens, quand bien même, et c'est ça qui pose problème, quand bien même un haut niveau d'implication pro-environnementale, si j'ose dire, ou quand bien même une vie de travail et d'engagement préalable aussi, parce que ça me semble important de le préciser quand même, mais c'est quand même aussi... en lien avec cette participation, on a quand même psychologiquement besoin d'un retour aussi, mais au moins d'un sentiment d'efficacité par rapport à nos comportements. Donc voilà, bon, comme je disais, mais une transition écologique donc réussie doit impliquer l'ensemble des acteurs, bien sûr. Comment faire si les personnes fragiles ou précaires en sont exclues? Ça me semble compliqué.
Et comment justifier la fin d'un service public et ce système plus écologique? Eh bien, s'il conduit seulement à une tarification déraisonnable, ou à une facturation inégalitaire, ou encore à un manque de praticité. Donc, voilà, bon, au-delà de la simple colère et de la frustration, ou d'autres comportements extrêmes qui peuvent apparaître en lien avec ces projets, il est important de quand même rappeler qu'en lien avec la sensibilisation des médias, etc., il faut quand même rappeler que, de base, tous les citoyens ont quand même adhéré à ce processus, hein, ils n'étaient pas forcément réfractaires, donc ils ont quand même tenté de jouer le jeu. Il est fortement possible, et d'ailleurs c'est ce qui se passe aussi un peu aujourd'hui, je trouve, avec votre initiative, c'est que il est fortement possible que ce mécontentement général conduise à des solutions communautaires en rupture avec une politique collective. Voilà. Ça va pour la deuxième question? Je vous embête pas trop, vous me dites, hein, sinon vous m'arrêtez. Hein. Voilà. Donc voilà, moi ce que je voulais faire passer, c'est qu'en lien justement avec ces problématiques donc de bien-être, etc., donc ça vient soulever des effets directs des difficultés par la pénibilité accrue, les difficultés voilà, à pouvoir maintenir cet engagement. Mais il y a également aussi une menace qui pour moi est plus idéologique, dans le sens mais pourquoi je fais ces actes, pourquoi je maintiens ces comportements si finalement moi je ne suis considéré comme un individu et que dès que j'ai une problématique, finalement on me renvoie vers des institutions qui finalement se renvoient la balle et personne ne me traite dans ma problématique. Bon voilà. Et dernière petite question, 2 minutes 30 peut-être si c'est pas trop, vous me dites, hein, je sais qu'il y a l'heure donc voilà. Mais une question très générale pour laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, mais pour laquelle je pense quand même c'est intéressant d'y réfléchir ensemble, c'est une question que vous m'aviez adressée un peu généralement, mais c'est la question de est-ce que le changement du système de collecte de déchets qui fonctionne depuis 1884 finalement peut s'opérer sans le consentement des personnes concernées? C'est une question qui finalement, alors, on est déjà dans le jus, hein, si j'ose dire. Donc, on sait que ça peut s'opérer sans notre consentement, d'une certaine manière, mais voilà. Donc, j'y reviens quand même de manière voilà, théorique quand même pour. Mais ça ne devrait pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce qu'on peut en dire? En tout cas, moi, qu'est-ce que je peux vous en dire en tout cas? C'est que de notre point de vue, en tout cas, mais quand on s'en tient aux travaux qui sont faits dans la littérature et ceux dans de multiples sous-disciplines, ce qu'on peut, et même aux infos, hein, tout simplement, la réalité concrète, c'est que d'une certaine manière, ce changement, oui, malheureusement, il peut s'opérer sans consentement des personnes concernées, enfin en tout cas en partie, ou en tout cas dans un premier temps, lors d'une phase d'expérimentation ou d'entrée en vigueur d'une loi ou d'un fonctionnement, comme on a pu voir avec les communes pilotes ici. Et d'ailleurs, pour preuve, on voit que ça a fonctionné sans le consentement, puisque on voit tout le mécontentement dans le reportage, par exemple, ou de manière générale, au travers d'associations dans les communes pilotes de cette transition écologique, avec par exemple les points d'apport volontaires, comme on a vu, et la redevance incitative. Comme je le disais au début, ça me semble important, puisque c'est là où finalement on se heurte à des blocs, c'est qu'effectivement ces changements sont le résultat de décisions politiques, donc il y a des décisionnaires et des hautes instances qui sont impliquées, et du coup c'est vrai que c'est toujours très difficile de venir faire bouger bien en fait, des instances qui se renvoient la balle et qui sont souvent interconnectées. Malheureusement, eh bien, ça va conduire les individus à une pénibilité accrue pour les personnes dans un contexte rural, et en plus il n'y a pas de réponse, donc du coup ça conduit à plus de pénibilité et un sentiment de ne pas être écouté, et du coup ça va conduire ces décisions, en tout cas qui sont menées sans le consentement des individus, à des fractures avec les collectivités et les communes. Alors, pour moi, là également, c'est une question de niveau. Il est important de comprendre que dans le problème, c'est pour ça qu'on a du mal, j'imagine aussi, à trouver des moyens d'action appropriés et que le dialogue doit émerger, sinon on n'y arrivera pas. C'est que ce changement, s'il peut s'opérer sans le consentement des principaux intéressés, c'est puisqu'effectivement, le processus de transition écologique se situe, excusez-moi, je n'arrive pas à parler, à différents niveaux. Premièrement, il y a en fait des questions de changement qui sont à un niveau sociétal, politique, même quelquefois à un niveau international. Hein. Ça peut être des questionnements qui, voilà, par exemple, les questions de transition écologique peuvent caresser plusieurs problématiques à un niveau international. Mais le but de ces changements à un niveau sociétal et politique, ça va être de tendre vers un fonctionnement sociétal optimal, bien sûr, pro-écologique, vers une responsabilisation collective, ce qu'on nous demande beaucoup, et avec une logique de réduction des déchets et des frais liés au service public. Donc il y a cette logique-là qui est vraiment très large, et
il y a un autre niveau de ce processus de transition écologique, c'est effectivement le niveau qui nous concerne en tant qu'individu, c'est le niveau individuel, à savoir comment ça se traduit au niveau des individus. Et effectivement, si on s'en réfère à ce niveau, on voit que quoi qu'il arrive, eh bien, ces questions, elles n'impliquent pas le consentement des individus concernés. Je ne sais pas, enfin voilà, mais ou très peu en tout cas dans le processus qui est mis en place et la continuité, ça n'implique pas le consentement des individus à proprement parler. Et en fait, on demande plutôt une exécution des attitudes et des comportements écologiques des citoyens qui vont être définis par des instances supérieures, et donc un ressenti qui est une sorte à un niveau individuel d'obligation à s'y soumettre, une sorte d'autorité qui nous tombe dessus. Donc en fait, voilà, il y a ces deux niveaux. Et c'est pour ça que dans cette problématique, en fait, c'est pas évident. C'est que, en fait, il y a nos engagements individuels et il y a des engagements idéologiques, politiques, qui sont en fait pas sur le même niveau, tout simplement. Et donc, en fait, nous, en tant qu'individus, on doit se plier, en fait, finalement, à ces changements, malheureusement, ou heureusement, ça dépend. En tout cas, on espère que ça se passe bien. Bon. Donc en fait, concrètement, mis à part la bonne conscience de participer à cette transition écologique, quels sont les ressentis et impacts de ce changement sur la vie des individus? Eh bien, en tout cas, selon eux, une forte augmentation tarifaire à un niveau individuel, c'est-à-dire payer plus cher, des restrictions dans la vie de tous les jours, comme le fait de composter, réduire, trier davantage, et du temps supplémentaire à consacrer pour se déplacer jusqu'au point d'apport volontaire, sans d'ailleurs que finalement, sur le plan économique, ce soit favorable, puisque ça leur coûte plus cher finalement, alors qu'on leur avait annoncé que finalement c'était aussi un gain sur le plan économique. Donc voilà, sans parler en plus des questions de difficulté d'accès. Donc en fait, on voit que, effectivement, pour se comprendre ce problème, si on se situe à un niveau idéologique, politique, oui, c'est bien d'avoir des comportements pro-écologiques, mais à un niveau individuel, il y a des réalités pour lesquelles c'est difficile de passer au travers et voilà, pour lesquelles il n'y a pas de solution encore. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau individuel, il y a plusieurs choix politiques auparavant qui ont déjà créé des ruptures avec les concitoyens, d'ailleurs, comme par exemple les décisions politiques avec les maires écologiques à Bordeaux. Moi, ça me concerne puisque je suis bordelais, du coup. Enfin voilà, je sais que vous venez de pas mal d'endroits, mais où il y a eu des ruptures justement avec le sapin de Noël et d'autres éléments qui ont pu conduire à une sensation de vivre cette transformation écologique comme une punition. Et donc, en fait, ces ruptures, elles ont généré ces incompréhensions ont généré une rupture, malgré, et c'est ça qui me semble important, c'est que c'est pas une rupture frontale, c'est une rupture malgré une participation active des individus et une sensation d'être soumis à une écologie punitive, à des privations de liberté, en ayant tenté quand même de correspondre à ces comportements adaptés. Donc voilà, donc ce qui est important, mais de manière très générale, il y a beaucoup trop d'études, ce qui est mis en évidence dans les études en psychologie sociale, politique, etc., c'est qu'effectivement, en tout cas, des individus qui ont tenté d'adhérer à un processus et qui ont été, on va dire, insatisfaits, eh bien, des études ont pu démontrer que, par exemple, en ce qui concerne la perception de la menace au niveau individuel, donc la menace, par exemple, par rapport aux difficultés du système de tri de déchets, eh bien, cette perception de la menace, si elle est élevée, est associée à un désengagement de la part des individus sur le plan psychologique et comportemental, un désengagement ou un engagement moindre dans le domaine de l'environnement. Ce qui veut dire qu'en fait, finalement, cette écologie punitive et cette sensation de devoir se battre en permanence pour arriver à être écouté, eh bien, à long terme, ça va conduire, et les études très largement ont permis de le mettre en évidence, ça va conduire à une rupture concrète qui va être caractérisée par potentiellement, en fait, moins de comportements pro-environnementaux et d'attitudes pro-environnementales. Voilà, ça nous paraît évident, tout simplement. Alors, il y a aussi... Je le dis quand même parce que sinon je vais avoir une vision hyper alarmiste, enfin voilà, mais il y a aussi des effets positifs qui peuvent être liés avec justement ces engagements pro-écologiques, mais s'ils sont satisfaits. Là, ce n'est pas le cas, donc effectivement, on va pas plutôt parler d'effets délétères. Mais du coup, ça peut conduire au-delà des questions de bien-être à un désengagement progressif, individuel, et pourquoi pas après, si plusieurs individus en communiquent comme vous le faites, voilà, mais après, ça peut devenir aussi des engagements communautaires ou un désengagement qui va être plus ou moins partagé collectivement.
Voilà, donc en ce qui concerne la menace individuelle, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut se référer à plein de choses en fait sur le plan de la réalité concrète des individus. Cette menace, elle peut se référer à un sentiment de solitude face à une tentative de communication qui n'est pas effective. Elle peut se référer à un sentiment de discrimination et même de double discrimination pour les individus handicapés ou en situation de handicap dépendante, puisqu'ils ont déjà la discrimination par rapport à leurs troubles ou à leurs problématiques, et en plus une discrimination par leur incapacité à pouvoir gérer cette situation. Donc ça peut mener cette menace à un sentiment donc, de solitude, de discrimination, mais aussi d'impuissance d'impuissance par rapport à la situation, et même plus largement, mais là j'aurais pas trop d'entendant, comme une menace identitaire. Donc en fait, moi la question que j'ai envie de terminer, avant-dernière phrase, mais de terminer sur une question, c'est finalement, si on y réfléchit de manière logique par rapport à ce sentiment d'appartenance, cette implication, etc., comment concrètement on peut penser que des individus puissent se sentir appartenir à la société française et à ce processus collectif si le service public et l'administration française ne les considèrent pas dans leur intégrité et selon leurs difficultés ou situations particulières, tout simplement. Voilà, et je terminerai pour ne pas vous sonner en fin de matinée quand même, voilà, mais moi ce qui me semble important, c'est de dire quand même que de toute évidence, et vous en êtes les témoins aussi, vous en êtes les porte-paroles, je pense, de toute évidence, il semble qu'une stratégie culpabilisante ou punitive, imposée d'ailleurs, de surcroît, puisse avoir un effet contre-productif à long terme. Et en somme, l'adhésion des citoyens est nécessaire pour pérenniser un fonctionnement de collecte, de tri et de déchets stable et durable. Voilà. Bon, ça paraît être des vérités simples, mais qui pour autant, dans cette situation compliquée, eh bien, des fois, on a besoin de le rappeler presque. Enfin, voilà, c'était les petits éléments. Je vous remercie.